Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet et vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors l'épisode d'aujourd'hui est un peu particulier puisque j'y reçois 4 invités, en général quand j'en ai qu'un, et l'idée ici c'était de créer un format de réflexion et d'échange sur les problématiques liées à la présence et à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les domaines qui ont trait à l'art. Sur la version YouTube, l'épisode, je vous mettrai des liens en description pour que vous puissiez voir le travail des invités, mais pour vous les présenter un petit peu rapidement, il s'agit d'Adèle Tilwin, Tyler Kaufman, Sol et Chris. Donc Adèle et Tyler sont les deux moitiés du duo franco-américain TACT, qui est un projet artistique assez particulier en ce sens qu'il tire parti de recherche de données de découvertes scientifiques pour créer des œuvres artistiques. Alors c'est évidemment ultra réducteur de résumer ça comme ça, le problème c'est qu'à l'oral je peux difficilement leur rendre justice, donc je vous invite surtout à regarder ce qu'ils font. TACT, ça s'écrit T-A-K-T, sachant que pour être précis, Adèle est en charge de la direction artistique visuelle, et Tyler de la direction et de l'ingénierie sonore. Pour ce qui est de l'invitée suivante, elle s'appelle Sol, et en fait, a priori, vous avez déjà vu au moins un aspect de son travail, puisque c'est elle qui a conçu la nouvelle vignette du podcast, celle avec le renard et la chouette, là. Sol est infographiste de métier, et elle s'est très vite intéressée aux IA liées à la conception graphique. Si vous me suivez d'ailleurs un peu sur YouTube, vous avez probablement vu son taf ailleurs, parce que elle a travaillé avec d'autres créateurs, je pense notamment à Spectre Soyeux, aux yeux clos. Taf pour lequel justement elle tire parti de plusieurs IA dont elle parle dans l'interview. Et donc le dernier invité c'est Chris, que vous connaissez déjà, il est illustrateur, notamment de couverture de comics. Il était venu déjà dans Nouveau Paradigme pour parler justement un petit peu de ce sujet. Son domaine pro est très réfractaire à l'utilisation des IA, ce qui fait que lui les utilise assez peu en fait, même s'il n'a pas nécessairement un regard négatif dessus. Et justement ça me paraissait intéressant d'avoir différentes perspectives sur la question assez vaste des intelligences artificielles dans l'art. Et donc sans plus attendre, voici notre conversation. Alors merci à vous quatre d'avoir accepté mon invitation dans Nouveau Paradigme. Je vous ai réunis aujourd'hui pour un format table ronde autour de questions liées à l'intelligence artificielle dans le domaine des arts. Chacune d'entre vous avait un peu des expertises différentes et complémentaires, j'ai envie de dire. Alors j'aurais fait, comme je vous disais un peu plus tôt, une introduction dans laquelle je vous aurais un peu présenté, mais j'aime bien aussi demander à mes invités de se présenter eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez faire ça en quelques mots, me dire un peu qui vous êtes, quel est votre domaine de prédilection, et puis peut-être justement vis-à-vis du sujet des intelligences artificielles, quelles sont celles qui sont de référence dans votre domaine? Je dis ça notamment pour Tyler parce que moi je connais je connais pas trop mal celles qui sont liées aux arts graphiques, et évidemment je connais aussi celles qui sont liées au texte, mais beaucoup moins dans le domaine musical. Enfin voilà, est-ce que vous pouvez présenter un peu tout ça? Et d'ailleurs justement, si tu veux bien commencer, toi Tyler. D'accord. Bonjour, je m'appelle Tyler Kaufman. Je suis une science artiste avec Adèle Tilwin. On est dans TACT. Moi, je fais plutôt le parti son. La question, c'est comment j'utilise l'artificielle intelligence dans le son ou... Moi, c'est en fait déjà quelles sont les différentes plateformes, parce que tu vois, autant par exemple pour ce qui est des arts graphiques, je connais bien Midjourney, je connais Stable Diffusion, Dali, etc. Autant dans le domaine musical, je connais pas du tout. Alors, pour l'artificielle intelligence, c'est plutôt du algorithme. Il y en a pour la création du son, mais les uns que j'utilise, c'est pour l'ingénieur du son. Alors, pour le mixage ou le mastering, alors c'est à la fin de la création, il y a toujours une partie où tu dois décider quelle fréquence est plus importante, quelle fréquence est moins importante. Et il y a des programmes comme Goldfuss, Soothe, et c'est des plugins. Et ils utilisent des millions des algorithmes des autres chansons qui étaient déjà utilisées. Ça analyse les fréquences de ton chanson et tu peux le dire comment est-ce que tu veux faire une comparative des chansons qu'il se connaît déjà avec les fréquences et ton chanson. Et c'est plutôt une chose dans la finalité de la musique où tu utilises les algorithmes pour essayer d'avoir le bass plus fort, le treble plus fort. Mais je connais, il y a un programme où tu peux... Moi, je n'ai pas encore utilisé, mais je vais essayer où tu peux vraiment prendre des voix d'un artiste, un style d'un autre artiste et les combiner ensemble. Et comme j'avais une pote qui a fait ça avec Kanye West, et tu peux vraiment pas savoir la différence du tout. Ah ouais. Comment il s'appelle cet outil-là? Je vais trouver dans une seconde. Mais, ok, pas de souci.
Ouais, et il y a plus en plus qui se développent comme ça. Moi, plutôt, je l'utilise pas pour la création, mais j'utilise beaucoup pour le mixage à la fin, qui est pour moi très important, spécialement quand tu travailles avec la musique pour des heures, des heures, des heures, des heures, tes oreilles deviennent fatiguées. Alors, toi, tu oublies toute perspective. Alors, Ok, j'utilise le AI pour me donner des perspectives ok, très bien. de... Ouais. Super. Adèle, si tu veux bien du coup poursuivre et puis peut-être présenter un peu votre duo donc Tact avec Tyler. Oui. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Adèle Tilwin. Donc, avec Tyler, notre collaboration s'appelle Tact. Donc, lui s'occupe de toute la partie sonore et moi de toute la partie visuelle. Donc, on utilise l'intelligence artificielle de plein de manières différentes dans nos œuvres. Tyler donc l'utilise dans la musique. Moi, au niveau visuel, je l'utilise pour plein de choses. Donc, on est donc science artist. Donc on travaille avec des laboratoires de différentes disciplines pour créer des expériences artistiques basées sur soit du data, soit sur des connaissances scientifiques. Donc on poétise, disons, ce data et ces données pour en faire une expérience artistique. Ça peut être plein de choses différentes, ça peut être des installations, des performances, de l'art vidéo, voilà, enfin, ça a plein de formes différentes. Du coup, pour ce qui est de l'intelligence artificielle, donc par exemple, on a un projet qui s'appelle Micro-résidence quarantine où on a créé un reality show pour bactéries où on a mis en C'est génial. compétition mes bactéries contre les bactéries de Tyler pour voir sur 3 épreuves qui serait la plus balèze des équipes de bactéries et en même temps ça nous permet de créer une fausse sociologie de la bactérie, d'apprendre à les connaître d'une manière un peu ludique. Enfin voilà, où on apprend des connaissances scientifiques de manière voilà pratiquement enfantine quoi, au travers d'un reality show un peu voilà un peu créé pastiche disons sur la même enfin voilà. Et donc ça on a utilisé de l'intelligence artificielle rien que pour pouvoir différencier les bactéries en fait. Donc on utilise des logiciels avec plein de choses différentes quand on travaille avec les labos. Il y a plein d'intelligence artificielle appliquée à la recherche enfin voilà, qui nous aide énormément dans nos œuvres. En plus de ça, donc moi par exemple là dans un de mes derniers projets, j'ai fait quelque chose du coup sur la science parallèle de l'intelligence artificielle où j'ai utilisé une intelligence artificielle d'image, une de reconnaissance, enfin d'identification et ChatGPT. Donc, enfin j'en ai utilisé 3 dans le même projet quoi. Donc ouais, je suis très inspirée par les intelligences artificielles personnellement. Je trouve que c'est un domaine qui permet toujours de renouveler les expériences et qui permet de s'interroger un peu différemment sur des formes artistiques quoi. Donc c'est très intéressant, très stimulant. Après, évidemment, on pourra parler des dangers, etc. Mais enfin, Ouais, moi, ouais, t'inquiète pas, on va y venir. j'en profite à fond parce que je Ouais, trouve ça ouais, hyper stimulant. t'as raison, t'as Un, raison. une chose, je crois, c'est une distinction qu'on fait, c'est on utilise le AI plutôt sur le côté algorithme au lieu de le pour tact. Jusqu'à maintenant, dans la future, ça va changer, je suis sûr. Mais à ce moment, on utilise plutôt les algorithmes qu'on se dit qu'il doit le faire au lieu d'utiliser le AI pour le process créatif. Même Ok, pour le micro-résidence quarantine, on l'a utilisé pour montrer ce qui s'est passé, mais l'expérience, visuellement, c'était vraiment créé par Adèle. ok, très bien. Et les Merci. scientifiques quand même, parce qu'on était dans un labo avec Oui, des Ah scientifiques. ouais, c'était tout avec des bien sûr. matériels de très haute qualité et des machines très complexes, c'est sûr. C'était juste un petit un distinguishment. Une Ouais, distinction, ouais. ouais, distinction. Et les 3 apps, c'est Soundful, Lyrebird et Music LM. Ok, C'est les super. 3 qu'il a utilisés. Et Je mettrai des Lyrebird, liens. c'était le un que tu pouvais vraiment savoir pas la différence du tout. Ok, très bien. Sol, je te laisse te présenter un petit peu. Ouais, ok.
Bon, moi je suis graphiste infographiste. Je travaille dans une collectivité territoriale. Par la force des choses, je suis devenue vidéaste, on va dire. Je me suis un petit peu formée moi-même. Et j'utilise depuis maintenant un an et demi, je dirais, les intelligences artificielles à titre plus personnel, pas vraiment dans mon travail de tous les jours, mais plus pour expérimenter et essayer de développer des projets parallèles à mon travail en fait. Voilà. C'est Sol qui a fait notamment la vignette du podcast dans lequel vous êtes invité. En utilisant, alors je sais plus ce que tu avais utilisé comme outil pour cette vignette-là. Il y avait Midjourney, il me semble, mais peut-être d'autres trucs. J'ai fait beaucoup de tests avec un petit peu toutes les IA qui me tombaient sous la main. Il y avait Wombo Dream, au tout début, c'était une des premières. J'ai fait des tests avec Retrika, Wonder, vraiment les petites applis qui payaient pas de mine, mais qui permettaient de sortir des choses vraiment intéressantes, quoi. Et puis, évidemment, donc faire des images, c'est bien, mais après, il faut les exploiter. Et c'est pour ça, tout le monde pense que c'est la mort des graphistes ou la mort des illustrateurs, mais moi, je crois pas du tout. Ouais, on va y venir. Voilà, quoi. Donc, Ok, super. Chris, je te laisse terminer. Toi qui es un habitué de nouveaux paradigmes, je te laisse te présenter pour finir. Ouais, du coup, je suis illustrateur, donc je fais un peu de tout, ça dépend, mais principalement du comics, des couvertures. Et je connais vite fait Midjourney, mais c'est pas, en fait, j'utilise pas d'IA dans mon travail habituellement, et j'en ai pas vraiment encore l'intérêt, quoi. Donc, voilà. Justement, ça me paraissait important d'avoir différents regards. C'est aussi pour ça que je voulais en reparler avec toi, parce que je sais que t'es moins là-dedans. Ouais. Très bien. Du coup, pour poursuivre, alors comme je vous ai dit, il va y avoir des questions un peu techniques, et puis il va y avoir évidemment, on va aussi parler des risques, des dangers, tout ça. Et justement, dans un épisode précédent, j'avais déjà reçu Chris, comme je vous ai dit, pour parler de ce même sujet. À l'époque, on avait été assez peu critique, et je pense qu'on va être aussi pas trop critique aujourd'hui, parce que moi, comme vous, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, il n'y a pas forcément que des dangers dans les IA. Et je sais pas pour toi, Chris, mais moi, fondamentalement, ma position n'a pas énormément bougé. Cela dit, je pense qu'il y a quand même quelques bémols à apporter. Et pour commencer, j'aurais aimé savoir un peu comment vous percevez, chacun et chacune d'entre vous, ce changement de paradigme, parce que en fait, ces IA-là, ça fait quoi, un peu plus d'un an qu'elles sont disponibles, mais ça fait quoi, moins que ça, je dirais quelques mois qu'elles sont vraiment démocratisées et qu'on en entend beaucoup parler. Et donc voilà, est-ce que pour vous, c'est vraiment un progrès? Est-ce que c'est un danger? Est-ce que c'est un peu les deux? Dans quelle mesure j'aurais aimé un peu voir ce que vous pensez de tout ça, en commençant peut-être par toi, Adèle? Parce que si tu veux, moi, l'angle que j'ai par rapport à ça, c'est que je suis confronté à des artistes qui sont très très méfiants de ça. Il y a un artiste, je pense qu'on en a déjà parlé peut-être avec toi, Chris. Il y a un artiste que j'aime bien qui s'appelle François Baranger, par exemple, qui fait beaucoup d'illustrations sur les univers de Lovecraft, qui lui a horreur de ça et qui milite activement pour qu'on encadre extrêmement rigoureusement les IA. Il présente toutes ses œuvres comme de l'art humain. Tu vois, il fait vraiment une dichotomie très forte entre les deux. Et donc voilà, j'aurais aimé un peu avoir vos ressentis à chacune sur ces choses-là. Voilà, comment est-ce qu'on intègre les IA d'une manière qui soit saine dans la création artistique? Alors, pour moi, l'IA, c'est un outil. Et un outil, c'est ni bon ni mauvais. C'est seulement l'usage qu'on en fait qui peut être bon ou mauvais. C'est-à-dire que si on considère un marteau, on peut fabriquer des choses magnifiques avec un marteau, et puis on peut aussi bien exploser un crâne. Enfin, en fait, c'est tous les outils ont leurs dangers. Effectivement, bien sûr, il faut toujours encadrer un petit peu, bien sûr. Je dis pas qu'il faut pas encadrer les outils. Tous les outils, il faut toujours faire attention autour des outils. Mais en revanche, limiter l'IA, ça veut dire quoi en fait? Parce que ça y est, quoi, ça existe, c'est utilisé de plein de manières différentes, à plein de niveaux différents. C'est pas du tout que dans l'art. On peut pas faire comme si c'était juste dans l'art qu'il y avait des IA. Les IA, c'est dans tous les domaines. Et c'est un outil très précieux dans tous les domaines. Après, bien sûr, il faut pas que ça soit complètement le Far West où on peut s'approprier
les trucs de n'importe qui sans lui demander son autorisation. Bien sûr, je comprends tout à fait le fait qu'il faille encadrer mais en fait, est-ce que la question c'est pas plutôt de reposer un peu la question du statut de l'artiste et de l'art, parce que je veux dire c'est des statuts qui sont en perpétuel changement et qui doivent constamment s'adapter, puisque l'art contemporain il veut transgresser les manières de s'exprimer classiques. Donc je veux dire, dans ces cas-là, l'art numérique, par exemple, peut être très problématique aussi. C'est beaucoup d'algorithmes, c'est beaucoup des choses calculées. Enfin, je veux dire, quand on crée avec des logiciels de manière générale, ça fait quand même un bon bout de temps maintenant que c'est fait. On dit pas c'est fait par une machine. Non, c'est designé par quelqu'un. Et l'art est quand même designé par quelqu'un, même en utilisant l'intelligence artificielle. Ça dépend juste de ce qu'on en fait, en fait. C'est juste pour moi, c'est l'utilisation de l'outil qu'on en fait, qui est bon ou mauvais, mais l'outil en lui-même, c'est difficile de dire c'est un outil, quoi. Chris, toi qui est un peu extérieur, enfin qui n'utilise pas forcément des masses, est-ce que ta position a un peu évolué là-dessus? Parce que, un peu comme Adèle, toi, quand tu étais venu en parler dans le podcast, t'étais pas du tout non plus alarmiste comme peut l'être justement l'artiste que je citais, François Barranger. Est-ce que t'as changé d'avis ou pas tellement? Pas tellement, non, en fait. Après, moi, en plus, je suis dans un... Enfin bon, c'est un peu spécial, tu vois, dans le milieu où je bosse, là, donc, on va dire dans la petite industrie du comics, quoi. Là, je sais pas comment ça se passe chez les grosses maisons d'édition et tout. C'est vrai qu'il y a quand même un refus, enfin, c'est quelque chose qui est assez clair. Le refus de l'IA, il est quand même très présent, quoi. Ah ouais? Ouais, enfin, c'est vraiment précisé. En général, quand quelqu'un cherche un artiste, c'est pas d'IA, quoi. Ouais, c'est intéressant ça. C'est assez unanime. Enfin, pour l'instant, ils sont encore assez réticents. Ok. Quoi. Donc, moi, je vois pas l'impact. Enfin, je vois pas encore l'impact au niveau de mon travail, quoi, et de la quantité de travail. Après, ouais, enfin, je vais redire un peu ce qu'on avait dit, tu vois. Moi, l'IA, c'est un peu la même vision que j'ai. Bon, déjà, ça fait pleurer les boutiquiers, donc ça me plaît un petit peu, tu vois. Mais donc, ouais, enfin, je sais pas, il y a toujours. Après, il y a cette question aussi. Ben justement, je crois que c'est en train d'être débattu. Il me semble qu'aux États-Unis, la loi, elle est en train d'évoluer sur le fait que, en fait, il n'y a pas possibilité de réclamer la propriété intellectuelle sur une œuvre qui est créée principalement par une IA, quoi. Apparemment. Donc là, enfin voilà, du coup, ça ouvre la question de savoir à quel moment une œuvre est principalement créée par une IA, en fait, quoi. Quelle quantité d'IA on peut y mettre ou quoi pour que ça ne soit plus une œuvre humaine, quoi. Et enfin voilà, donc ouais, il y a plusieurs questions selon l'aspect artistique, l'aspect économique, ce sera pas la même chose. Et enfin, voilà, après moi j'ai pas vraiment de problème pour l'instant avec l'IA, mais c'est un peu comme toute automatisation aussi, quoi. Il y a forcément à un moment, si ça permet de faire de couper les coûts, ils l'utiliseront, ils n'auront pas de problème, il n'y aura pas d'encadrement de l'IA, ça permet de faire des économies, quoi. Ok. Sol, tu voulais intervenir, je crois? Oui, enfin, c'est juste que, enfin, j'étais complètement d'accord avec Adèle. Enfin, pour moi, bon, d'une part, c'est l'utilisation, c'est clair, mais enfin, les milieux professionnels se protègent, ça c'est normal, mais je pense qu'en fait, les artistes qui ont évidemment leurs particularités, de toute façon se démarquent. Enfin, pour moi, c'est presque un travail différent. Enfin, pour moi, les images, les illustrations générées par IA, c'est très proche, en fait, effectivement, d'images qu'on pouvait déjà faire avant, soit en 3D, des images fractales, du code. Quelque part, c'était déjà de l'IA aussi, et c'était une forme d'art à part entière. Et pour moi, l'IA peut devenir une forme d'art à part entière, mais ne doit pas marcher, ne marche pas sur les plates-bandes. Il y aura toujours des œuvres matérielles, concrètes, et je pense que justement, ça redonne un petit peu des lettres de noblesse au fait de dessiner au papier, Ah, etc. c'est intéressant ça. Et enfin, alors évidemment, il y en a qui vont se tourner vers la facilité, entre guillemets, mais je trouve que ça donne davantage, justement, ça revalorise peut-être aussi le travail des illustrateurs, paradoxalement.
Voilà. Ok, intéressant. Tyler, peut-être tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Ouais, je juste crois le débat sur les machines et l'art, ça a un peu toujours existé. On t'entend pas très bien. Ouais, si tu peux monter peut-être encore un tout petit peu ton son. Après, au pire, je pourrais le monter. C'est mieux maintenant? Ouais, c'est mieux. Je D'accord. te laisse reprendre. Je voulais juste dire, le débat sur les machines et l'art a toujours existé. Quand j'allais à l'école de musique, et il y avait un nouveau débat, c'était 2008-2009, où ils se demandaient si un ordinateur était un instrument, parce qu'il y avait des personnes qui juste créaient de la musique sur l'ordinateur. Il y avait une grande section qui dit, mais non, c'est pas une violoncelle, ou c'est pas une guitare. Et qu'est-ce que c'est définir un instrument? C'est quoi une chanson? Quelle est la limite? Même dans les années 60, quand la musique a passé à l'acoustique, à l'électronique, Bob Dylan, quand il a fait une tournée, il allait à l'électronique. Ils ont pratiquement l'exclu dans la scène parce qu'il utilisait de l'amplificateur. Ils disent ça, c'est pas l'art. On pourrait peut-être utiliser des termes différents, comme il y a producteur et composeur, et peut-être que ça c'est important avec le débat de AI, mais au moins avec la musique est mathématique. Même avec cet instrument-là, il y a juste un nombre limité de combinaisons possibles. Je crois la récent procès de Ed Sheeran a bien démontré ça, parce qu'avec son chanson, quand il était allé au système judiciaire, il a montré ses chords étaient les mêmes chords des centaines de grandes chansons avant lui, et ça va continuer après lui. Et l'idée que les AI va, c'est comme Adèle a dit, c'est inutile, mais ce débat, c'est un débat dans la musique qui toujours est là depuis l'ordinateur, en tout cas, et l'amplification. Et chaque 10 ans, 20 ans, il y a toujours une nouvelle génération qui dit « ça, c'est pas de l'art ». Quand il y avait rock and roll, il y avait le jazz musicien qui a dit « ça, c'est pas de l'art ». Quand il y avait du rap, ils ont dit « mais ça, c'est pas de musique ». Et je juste crois avec les humains, on a des difficultés quand on regarde l'art dans une façon particulière de changer notre avis. Et s'il y a une chose qui est bien avec le AI, c'est on peut voir exactement, on peut écrire exactement c'est quoi qu'on copie, c'est quoi qu'on est inspiré, et c'est quoi qui est la fondation de la nouvelle œuvre d'art que tu crées. Et ça, on n'avait pas vraiment une chose si précise pour trouver ça. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Presque un outil presque plus transparent que la création classique, on va dire. Oui, exactement. Et moi, je ne peux pas écrire une chanson. Je crois Adèle aussi ne peut pas faire une chose d'art. Je suis sûr, avec ton illustration, tu ne peux pas créer une illustration où tu ne peux pas savoir de quoi tu étais inspiré, de quoi qui t'a changé, où ça vient, d'où. Tout l'art, ça vient de quelque part. Et je ne dis pas que c'est une copie, mais c'est clairement... Il y a une inspiration, ouais. Ouais. Et je ne sais pas comment ça, c'est très, très différent. Ok, très bien. Alors, récemment, j'ai écouté une interview et j'aurais bien aimé avoir votre ressenti là-dessus. C'était une interview d'un auteur américain un peu spécialisé de tech qui s'appelle David Auerbach. Et pour lui, en fait, les modèles de langage multimodaux comme ChatGPT, c'est un peu c'est un genre de... C'est presque un piège, enfin pas un piège, mais c'est une sorte de trompe-l'œil, dans le sens où en fait la comparaison qu'il fait, et je trouve qu'elle est intéressante, c'est avec Clever Hans. Je ne sais pas si vous connaissez Hans le Malin. Hans le Malin, c'était un cheval prétendument doté d'une intelligence supérieure. C'est une histoire du début du XXe siècle en Allemagne. Et donc la légende de Hans le Malin raconte que donc Hans le cheval était capable de faire du calcul mental, de lire, d'épeler des mots, de répondre à des questions, etc. Tout ça en tapant du sabot en fait. Et en réalité, il s'est avéré que c'était par des procédés de psychologie et de gestuelle que donc ce cheval, Hans, devinait le nombre de coups de sabot qui étaient attendus de lui, parce que c'était des gens qui venaient lui poser des questions évidemment. Et donc David Auerbach, l'auteur en question,
pour lui, ces nouvelles intelligences artificielles, elles s'inscrivent un peu là-dedans. Elles sont très très bonnes pour nous donner ce qu'on attend, mais elles n'ont pas véritablement de créativité propre. Alors je pense que vous êtes assez d'accord avec ça, mais voilà, j'aurais bien aimé avoir un peu votre avis là-dessus, parce que je trouve que c'est intéressant. Bon, on va commencer par toi, Chris. Oui, j'y connais pas grand-chose en équitation, mais il n'y a pas besoin. Ouais, oui, enfin, je pense que, mais c'est un peu ce que disait Sol, tu vois, que c'est presque un nouveau métier en fait, parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait un humain derrière, quoi. C'est pour ça qu'il y a le nom de prompt artiste ou enfin, ouais. Voilà, quoi. Donc, ouais, pour l'instant, c'est un outil qui fait un amalgame de ce à quoi il a été nourri, quoi. Et donc, après, ça revient aussi un peu ce truc. C'est aussi ce qu'on fait quand on est forcément inspiré de plein de choses. Donc, techniquement, on fait aussi un amalgame de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on aime, ou même inconsciemment des choses qu'on a vues et tout ça. Donc, c'est un peu ce que fait l'IA. Mais ouais, pour l'instant, il me semble pas, ou alors je passais à côté, mais il me semble pas qu'une IA ait une création propre. Enfin, je crois pas qu'on ait une IA et qu'elle s'est dit tout d'un coup, je vais créer un truc comme ça. Non. Ça n'existe pas encore, quoi. Moi non plus. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un effet. Moi, mon expérience personnelle, c'est sur ChatGPT, parce que c'est, comme je suis rédacteur, c'est celui sur lequel je me suis le plus penché. Et c'est vrai qu'il y a des côtés ouais, un peu trompe-l'œil qui sont surprenants, tu vois, où t'as l'impression de déceler quelque chose qui ressemblerait à une forme de, peut-être pas de créativité, mais d'originalité, et en fait, quand tu creuses, tu te rends compte qu'elle est pas vraiment là. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être toi, Adèle, si t'as des choses à ajouter là-dessus. C'est-à-dire que bon, tu peux faire ce que tu veux avec une IA. En fait, tu peux créer ce que tu veux, programmer ce que tu veux. Donc, si tu veux, par exemple, la nourrir qu'avec, par exemple, un type de dessin et après lui demander de refaire ce type de dessin, tu peux. Mais en fait, tu peux aussi faire du Generative Art Network où tu crées tout un univers qui fonctionne pratiquement tout seul, avec tout un système. Enfin, je veux dire, c'est infini les IA, ce qu'on peut faire. Donc effectivement, si on pense juste à la petite IA qui crée des dessins, ouais, bien sûr, c'est hyper réducteur si on pense que c'est ça l'art. Mais en fait, avec des IA, on peut faire des trucs d'art complètement déments, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'on peut faire, par exemple, je sais pas, un truc de son et lumière entièrement programmé avec de l'intelligence artificielle qui reconnaît les mouvements, et en fait, ça devient une expérience artistique avec un truc complètement immersif. Et c'est créé par IA, et il n'y a pas de souci avec le fait que c'est ultra créatif et que ça stimule l'imagination à fond. Et ouais, en fait, c'est juste, qu'est-ce que tu vas faire de ton IA? Est-ce que t'es, si tu veux, un artiste qui a pas grand-chose à dire et qui du coup va s'occuper en fait de style uniquement et pas d'une expérience à créer. Tu vois, ça peut être une transmission de vision, ça peut être une transmission d'idées, enfin ça peut être une recherche, ça peut être plein de choses, mais il faut que tu aies un truc à dire quand même normalement quand tu fais de l'art. Et enfin, il y a plein de niveaux à l'art, bien sûr. Après, il y a de l'art qui est juste décoratif, par exemple. Mais dans ces cas-là, faut pas s'attendre non plus à ce qu'il y ait aucun outil qui permette de refaire des choses décoratives. Parce que, par exemple, même avec, je sais pas moi, la lithographie, tu peux refaire la même chose qu'un dessin, et c'est une machine qui l'a fait, et c'est pas, enfin, c'est pas un souci non plus. D'ailleurs, ça se vend très bien. Mais bon, disons que enfin, pour moi, c'est juste un brave outil, quoi. Et après, les applications qu'on va en faire peuvent être problématiques. Voilà. Là, quand je lis, par exemple, qu'il y a des artistes qui se sont fait nourrir des AI avec leur style sans qu'on leur ait rien demandé, je me dis, là, il y a un problème, mais en fait, un problème juridique, un problème de protection de l'artiste et de son travail. Et le problème, c'est pas qu'on a nourri une AI avec de l'art d'un pauvre gars. Le problème, c'est que le pauvre gars peut pas se défendre et qu'il s'est fait voler ses trucs. Ça, c'est un problème. Mais le problème, il est d'ordre juridique, il est de l'ordre du statut de l'art, de l'œuvre d'art, du statut de l'artiste. Il vient pas du tout de l'outil lui-même. De toute façon, un outil n'est pas démoniaque, quoi. Enfin, voilà. C'est juste qu'on peut effectivement, si on ne le régule absolument pas, avoir des travers. Ça, oui.
je connais qu'il peut y avoir des travers s'il n'est pas régulé, mais comme il est encore très nouveau, les régulations, ça met toujours du temps à arriver, surtout, quoi. Donc, voilà, on attend. Tyler, t'as des choses à ajouter là-dessus? Ouais, je crois qu'il en est également dans le début. Alors, il y a toujours des bugs au début que nous pouvons peut-être détecter, comme tu as dit avec ChatGPT, tu savais, ah ouais, c'est pas vraiment humain la façon que ça me parle. Mais c'est parce que c'est au début. Moi, je me rappelle quand je fais crisis counseling, c'est une chose où ils t'entraînent pour 30 heures et après, les personnes doivent téléphoner s'ils veulent se tuer ou se faire mal. Et vraiment, c'est une script. Et quand j'ai commencé ça, j'ai pensé, ah non, c'est pas possible que cette façon d'attaquer peut aider la plupart des personnes. Et à la fin, tu as trouvé, ah non, c'est vraiment comme ça. Les humains, tu peux mettre un peu de différence de mots ici et là, mais c'était vraiment une script et c'était la meilleure façon d'aider les personnes pour pas se tuer. Et en essence, on faisait ce que le AI fait. Il nous dit la façon qu'on peut répondre, comment on va expliquer cette réponse, et ça l'a aidé. Pour les personnes comme moi qui ont passé des années à travailler sur les techniques, ça peut être effrayant de déposer un outil qui peut faire la technique à votre place, c'est sûr. Je pense que les artistes sont effrayés à l'idée que tout ce temps, tous ces efforts et toutes ces années de travail, des années à l'école, toute ton vie, peuvent être réduits à néant par simplement appuyer Enter. Et ça fait toutes les techniques que tu as appris pour des années et des années et des années. Et maintenant, un bouton peut faire tout ça. Mais quand on passe à ce temps-là, on doit avoir notre définition d'art. Je crois, comme Adèle a dit, c'est beaucoup plus complexe que ça. Si art est une émotion indescriptible par des mots, la technique n'a pas des émotions lui-même. C'est juste une façon d'essayer de trouver l'émotion qu'on essaye de donner dans l'art. Et je sais quand tu es un producteur, moi, je ne peux pas jouer des batteries live du tout. Mais je programme. Même si je n'ai pas les techniquement peuvent jouer dans le set, je suis le créateur. Bien sûr. Mais de la même manière qu'un chef d'orchestre n'a pas besoin de savoir jouer tous les instruments. Exactement. Et moi, je sais, on doit avoir des régulations comme Adèle a dit, les choses de voler, l'idée de l'intégrité, tout ça. Mais avec AI, c'est encore plus facile de trouver comment t'as copié parce que tout est inscribé. Ok. Bon, on a récupéré Sol du coup. Souci technique. Oui. Désolé, la plateforme est pas parfaite. Du coup, en gros, là, on parlait un peu. J'avais fait une comparaison avec une interview que j'ai écoutée récemment où en gros l'auteur parlait de Hans le Malin qui était un cheval. Enfin bref, c'est toute une histoire d'imitation et de trompe-l'œil. Mais moi, je vous avoue que je pensais un peu dans cette voie-là, c'est-à-dire que je vois vraiment, mais c'est ce que tu disais aussi Adèle, je vois vraiment ça comme des outils qui peuvent être bluffants par certains aspects, mais qui sont... c'est aussi ce que tu disais plutôt Adèle, c'est en fait... Les IA, elles font pas tout. Tu vas pas créer quelque chose d'intéressant simplement parce que tu utilises des IA. Si tu n'as rien à dire, ça se verra. Et en ce sens, je trouve que c'est des outils intéressants. Après, il y a un côté... dans les tâches qui sont faites, c'est vraiment de l'ordre de la synthèse. Je sais pas si vous avez vu, je t'en avais parlé Adèle, mais peut-être d'autres ont vu cet artiste suisse qui s'appelle François Montou qui parle un peu de ça et qui dit des choses intéressantes. Et justement, Tyler, tu l'évoquais aussi. Évidemment, ce qui est sous-jacent à tout ça, c'est la question de qu'est-ce que c'est que l'art. Est-ce que l'art, c'est fondamentalement humain ? Est-ce que l'art, ça peut être le fruit de l'IA, dans un certain sens, oui, parce qu'on utilise des outils pour faire de l'art depuis le début. C'est juste un outil supplémentaire, comme on l'a vu. Mais
mais évidemment, ça me semblait quand même important d'avoir un peu vos avis là-dessus, parce que dans certains cercles, notamment chez les cinéphiles, quand on définit l'art, on se focalise beaucoup sur l'aspect spectatoriel. C'est-à-dire, le propre de l'art, c'est de faire ressentir à celui ou celle qui l'observe une émotion, et en particulier une émotion esthétique. Et ça, pour le coup, les IA, elles en sont capables. Donc de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'elles produisent de l'art, mais d'un autre côté, elles restent quand même cantonnées à une forme de synthèse. Et en même temps, ça, on pourrait le dire, c'est ce que disait Tyler un peu plus tôt, de tous les artistes. C'est-à-dire que quand on produit de l'art, on est influencé par des choses, on ne fait pas ça ex nihilo. Et donc, les IA permettent éventuellement prendre une part de conscience sur nos influences, mais ça reste limité. Enfin voilà, je voulais un peu avoir votre ressenti là-dessus. Voilà, comment est-ce que vous définiriez l'art? Je sais que c'est une question pas évidente, mais voilà, comment vous positionnez un peu là-dessus? Peut-être en commençant par toi, Sol, puisque tu viens de revenir. Quelle que soit la technique qu'on utilise, c'est l'intention qui compte aussi. C'est déjà, ça paraît facile de faire une prompt, mais ça l'est pas tant que ça en fait. Il faut déjà avoir une idée, savoir ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, ce qu'on veut en faire, ce qu'on veut que ça représente, et après on peut creuser. Des fois, pour une image, on peut passer des heures, et en fait, des fois on se dit bah oui, mais finalement, si je l'avais dessiné, peut-être ça aurait été plus vite, quoi. Donc c'est pas non plus automatique, c'est pas une baguette magique, quoi. Enfin, il y a une façon de s'en servir qui fait aussi que ça va être intéressant ou pas, ce qu'on va en sortir, quoi. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'images qui se ressemblent. Il y en a énormément. C'est des belles images, mais elles se ressemblent toutes. Et moi, j'essaye. Alors, c'est pas forcément toujours réussi, mais j'essaye de. Enfin, c'est un travail de curation, je sais pas, de qu'est-ce qu'on veut sortir. Et puis après, des fois, on n'est pas loin, mais on se dit, ouais, mais il faut que je retravaille un peu la couleur quand même. Enfin, il y a quand même un retravail aussi derrière. Enfin, c'est pas uniquement. Si c'est pour faire du McDo, du fast-food, c'est là où le distinguo se fait aussi, je pense, entre une utilisation intéressante et effectivement une usine à gaz, enfin une usine à visuel sans intérêt, quoi. Ok. Voilà. Ok. Tyler, peut-être? Moi, je crois que ça change. Parfois, il s'agit d'être une idée. Parfois, il s'agit d'essayer de décrire une sensation. Parfois, l'art simplement est technique qui s'exprime d'une manière qui suscite une réaction émotionnelle. L'approche de l'art lui-même, ça change pour toutes les personnes et dans les façons. Et une chose qui peut être art pour moi peut être complètement la merde pour toi. Et l'inverse. Alors, l'art lui-même, c'est une chose fluide. C'est pas une définition, je crois, qui est exactement précise, parce que la façon qu'on essaie d'exprimer l'art, ça change par chaque personne. Bien sûr, bien sûr. Non, mais évidemment, hein, je me doute bien qu'on va pas réussir à donner une définition de l'art qui satisfera tout le monde, mais justement, ça me paraissait intéressant d'avoir vos divers apports à cette notion, quoi. C'est une émotion qu'on peut pas dire dans les mots, mais on peut chanter sur. C'est une sensation en essence. C'est une chose de technique qu'on a appris toute notre vie, et après il y a quelque chose qui sort, et après tu essaies d'expliquer ça, et des fois tu as un concept et tu essaies de exprimer ce concept dans une façon très ésotérique. Et alors c'est une chose très très fluide, je crois. Ok. Peut-être Adèle a une meilleure définition. Donc, il faut que je définisse l'art. Alors, tu donnes des moi éléments. J'aime bien une anecdote. Alors, déjà, il y avait une première chose que je voulais dire avant sur ce que tu disais, Noé. Nous, là, il n'y a pas si longtemps à Londres, on a rencontré une artiste passionnante dont malheureusement le nom m'échappe là maintenant, mais on pourra le retrouver, qui est spécialisée en portraits de robots. Donc, elle est photographe et elle ne fait des portraits que de robots. Et elle parlait des robots en disant ça, jusqu'à un robot, qui était un robot designé pour être un artiste.
et qui du coup était bien sûr programmé par intelligence artificielle mais qui crée effectivement des œuvres. Et si tu lui demandais genre sa passion, etc., il allait te parler de ses œuvres, etc. Il est designé pour être un robot. Et quand elle est arrivée à nous parler de ce robot, là, elle parlait de elle. Et du coup, si tu veux, il y a aussi, toi tu disais, c'est donc effectivement parfois un peu flippant, en gros l'idée, voilà, bah voilà, les artistes qui se feraient remplacer en gros par des générateurs d'images, etc. Et en fait, bah, nous en tout cas en la rencontrant, on a eu l'impression qu'elle voyait un égal en fait dans ce robot, si tu veux, et que bah, elle avait du coup créé un lien avec ce robot, un lien affectif clairement par rapport aux autres robots. Et moi, je pense en fait qu'on peut tout à fait envisager de créer des IA qui soient bah, des espèces de répliques, tu vois, comme un robot, quoi. Je veux dire, on peut déjà créer des assistants de vie, donc il suffit de mettre en gros un assistant de vie dans un corps robotisé. T'as déjà du coup un espèce de robot, pas de problème. Mais tu peux du coup forcément tu peux le programmer pour avoir envie de faire de l'art, quoi. Ça peut être sa programmation, tu vois. Il aime faire de la peinture, il fait de la peinture, c'est son but, c'est sa mission, il est programmé pour ça. Donc, tu peux aussi avoir ce genre d'AI, ça existe, il y a des chercheurs qui s'éclatent à faire ce genre de choses. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça plutôt amusant, cette idée de créer un Android artiste, si tu veux. Mais de là à dire que je me sens remplacée, enfin d'ailleurs, c'était très amusant de voir que non seulement elle s'était pas sentie remplacée, mais que c'était le seul robot avec qui cet artiste avait eu en fait un lien affectif, si tu veux, parce que bah du coup, elle avait sorti une connexion, quoi. Et en fait, bah, bien sûr, en fait, avec l'AI, on peut tout faire. Voilà. Donc, est-ce qu'on a envie, maintenant, voilà, la question c'est, est-ce qu'on va penser que c'est bien, est-ce qu'on va avoir envie de créer des humains avec la robotique? Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le débat sur l'art. C'est un débat sur l'humain, en fait. C'est où s'arrête la limite. C'est comme quand on a décidé qu'on n'allait pas cloner les gens. Et qu'on a décidé de manière quasi mondiale, voilà, on va pas cloner les gens, quoi. Et ben voilà, non, la question se pose sur est-ce qu'on veut créer des robots, genre des droïdes? Voilà, la question va se poser. Maintenant, est-ce qu'on, enfin, c'est comme quand on a cloné Dolly, quoi. Oui, c'était ça, la brebis, quoi. Maintenant, on sait le faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec? Est-ce qu'on va du coup cloner les gens et faire ce qu'on veut, ou est-ce qu'on va avoir des débats éthiques? Et en fait, l'AI, c'est, ben voilà, le moment où du coup, on va devoir avoir des débats éthiques. Intéressant. Je crois que Tyler, après je vais te donner la parole, Chris, je crois que Tyler voulait rajouter quelque chose. Ouais, je voulais juste dire, l'autre chose qui était intéressant avec les dames qui faisaient les photographes de l'AI, c'était pas le plus intelligent qu'elle a donné la personnalité de elle. Et c'était pas le plus avancé, c'était juste une particulière robot qui vivait dans une façon de vivre. Où était le robot? Qu'est-ce que le robot faisait tous les jours? Et elle avait vraiment une connexion émotionnelle avec ça, mais c'était pas le plus intelligent, c'était pas le plus frappant, c'était pas le plus nouveau, c'était pas rien d'avoir, c'était juste son affectation parce que la façon que le robot vivait et ce que le robot faisait. Et c'est ça qui, pour elle, le robot était plus un égal, ouais. Ouais. Mais oui, ce qu'on aurait dû expliquer, c'est que cette dame, donc avec cette niche quand même, elle faisait une grande carrière, c'est-à-dire qu'elle est allée dans tous les plus grands laboratoires du monde pour photographier leurs robots, quoi. Donc elle était pas, c'était pas une nana qui avait pris une photo de robot et le robot c'était par hasard un artiste, quoi. Voilà, ouais, le lendemain, elle allait voir Elon Musk pour faire des photos sur son robot. Ouais. Elle faisait photographie pour le plus important robot de la monde. Elle voyageait pour ça. Mais il y avait juste un robot, même pas le plus flippant. Pas le plus intéressant des robots, mais c'était... Ouais. Ok. Chris, si tu as peut-être un éclairage à apporter sur tout ça? Sur la question de scalar ou pas, bah, du coup, ouais, ça dépend en tant que spectateur ou en tant qu'artiste, entre guillemets, quoi. Du coup, en tant que spectateur, je pense que c'est un principe juste de ressenti et d'émotion. Donc après, que ce soit fait par n'importe quoi, c'est pas... Enfin, je vois pas le problème, quoi. Il y a aucun... Enfin, ouais, ça dépend vraiment de ce que ça... si c'est intéressant, si ça fait ressentir quelque chose ou pas. Après, en tant que personne qui essaye de faire de l'art, quoi,
C'est plutôt, au niveau de, il y a un aspect technique en fait que moi je trouve, quand je vois l'utilisation de l'IA pour de l'illustration, ça me mâche un peu trop le travail et ça me gâche mon plaisir personnellement, quoi. Ah ouais, c'est intéressant ça. Puisque, j'ai pas, dans ce que je fais, par exemple, j'imagine que si j'étais peut-être concept artiste ou des choses comme ça, ce serait intéressant de gagner beaucoup de temps, de pouvoir produire beaucoup plus. Mais en tant qu'illustrateur, ça me fait, ce que ça me fait gagner comme temps, c'est un peu du plaisir en moins, et justement, la mise en œuvre de la technique, ça me retire en fait, c'est un peu cette mise en œuvre de la technique. Donc c'est aussi pour ça que je l'utilise pas. Après, j'avoue aussi que je ne sais pas l'utiliser. Je pense que il me semble que je suis de toute façon plus efficace en composant moi-même et en travaillant directement moi-même. Donc voilà. Utilisateur, ça m'intéresse pas trop. Je crois que c'est un peu comme l'Industrial Revolution. Il va y avoir beaucoup de boulot, beaucoup de travail qui vont changer complètement. Et c'est toujours... Ça fait peur, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir perdre leur boulot. Même dans les supermarchés, il n'y a plus besoin de personnes qui est là pour même ces choses pour acheter. Alors, quand il y a une révolution comme ça, il y en avait avec Industrial, il y avait avec l'électricité, il y avait avec Big Farming, Multinationalism, ça fait toujours peur. Et moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je faisais du DJing avec des records. Et j'ai pris des années pour aller plus loin. Tu prends des heures et des heures, tu marques chaque record, tu dois changer le tempo, tout ça. Et il y avait un moment où ça faisait juste aucun sens pour continuer de faire ça, parce que même si techniquement c'était intéressant et c'était des bons outils de savoir, quand il y avait quelqu'un avec un ordinateur, il y avait sans comparaison. Et c'était juste... On a encore des arts DJ qui fait avec des records, mais ça existe vraiment pratiquement pas du tout. Alors ça fait peur, bien sûr, parce que on adore faire ça, spécialement des artistes ou des techniciens, et ça vient dans le même côté. Quand tu vois toi-même que tu es plus, moins et moins important cette skill set, je sais pas comment tu dis. Ces compétences. Ouais, c'est ça. Cette compétence est moins et moins important comparativement. Ça fait très peur. Mais il y a aussi si on utilise cet outil pour créer quelque chose encore mieux ou différent ou nouveau, on doit juste changer nos perspectives en comment on utilise. Adèle, tu voulais ajouter un truc, je crois? Oui, pardon. Ouais. Et c'est vrai que du coup, tous ces changements, en fait, se retranscrivent juste dans l'art, mais c'est des changements sociétaux finalement. Parce qu'en fait, l'AI dans l'art, oui, c'est une chose, mais l'AI, en fait, dans la vie, quoi. Donc, en fait, c'est juste que on le voit pratiquement. Enfin, on fait comme si le débat était recentré uniquement sur l'art, et comme si en fait la seule question c'était est-ce que les artistes sont en danger, alors qu'en fait la question c'est comment on va redéfinir notre société. Tout à fait. En fait, c'est ça la question. À partir des nouveaux outils qui existent, en fait, parce qu'avant ils n'existaient pas simplement, quoi. Si je peux. Vas-y. Non, je voulais dire, cette question de savoir si les artistes sont en danger, en fait, c'est purement un point de vue. C'est purement d'un point de vue économique, parce que même si quelqu'un est meilleur que moi et fait plus vite que moi mon boulot, je veux dire, ça m'empêche pas de le faire. C'est peut-être une disparition du métier, c'est pas forcément une disparition de l'activité artistique aussi traditionnelle qu'elle puisse être, quoi. Je veux dire, moi, rien ne m'empêche de mettre des heures à faire un truc que personne ne verra et qui se vendra pas. Donc ouais, je disparais peut-être en tant que professionnel. Professionnel, ouais. Voilà, mais pas en tant qu'artiste. Donc voilà, cette peur, la peur qu'il peut y avoir par rapport aux IA, elle est uniquement d'un point de vue
Ça me surprend pas que tu dis ça, Chris, parce que c'était déjà ce qu'on avait un peu abordé, mais là c'est le côté anticapitaliste. Mais évidemment, t'as raison. Et bien sûr, il y a un côté qui est totalement contextuel du fait qu'on a structuré nos sociétés d'une certaine manière et que donc l'art est censé être un gagne-pain. Alors qu'en fait, l'art peut très bien exister pour l'art, c'est ce que tu dis. Après, c'est vrai qu'il y a quand même effectivement du fait de ce contexte-là, il y a des questions qui sont soulevées. Et je suis assez d'accord avec ce que Adèle et Tyler vous avez dit. Il y a un débat qui est beaucoup plus large que dans le domaine de l'art. Et en fait, c'est vrai que c'est très étonnant qu'on pose cette question à ce point-là maintenant avec l'art, parce qu'en fait, c'est un débat qui existe. L'automatisation, ça existe depuis très longtemps dans plein d'autres domaines. Tyler, tu parlais des caissiers, enfin des personnels de caisse dans les magasins. Ça fait bien plus longtemps que 6 mois que ça existe. Et simplement, c'est pas les mêmes jobs, donc on n'a pas lancé le débat plus tôt. Après, sur l'art, il y a quand même une spécificité qui me semble importante à souligner, c'est que, pour le coup, tu vois, quand moi je réfléchis à ce qui distingue les humains dans le monde animal, parce que les humains sont des animaux, mais les humains sont des animaux qui créent de l'art. Et ça, c'est quand même assez rare. Il y a peut-être quelques manifestations chez certaines espèces animales, mais c'est quand même un truc très particulier. Et à mon avis, c'est de là que vient le fait que il y a une telle polarisation, il y a de tels enjeux dans le débat sur les IA par rapport au domaine artistique. Tu vois. Je ne sais pas ce que vous pensez un peu de tout ça, si l'un de vous veut réagir à ça. C'est pas une question que j'avais préméditée, mais voilà, ce que vous avez dit m'a fait penser à ça. Déjà, effectivement, qu'est-ce que l'art? On se pose la question, les ready-made, est-ce que c'est de l'art? Enfin, voilà, il suffit de prendre un objet, de le poser dans un musée, est-ce que c'est de l'art? Donc, partant de là, est-ce que c'est moins de l'art de faire de l'art avec de l'IA? Enfin, moi, je sais pas, il y a un système de valeurs déjà qui est établi. C'est pas évident de savoir, voilà, si c'est légitime ou pas, quoi. Enfin, il y a pas forcément de choix à faire et toutes les formes d'art, a priori, méritent d'exister. Donc, enfin, ont le droit d'exister en tout cas. Après, c'est vrai que par rapport enfin, la rémunération, c'est un vrai problème. Parce qu'effectivement, ça, on peut pas nier qu'il y a certainement beaucoup de clients qui vont se détacher des illustrateurs, enfin, en tout cas dans certains cas. Et du coup, oui, alors il y aurait peut-être quelque chose à revoir complètement sur le système de rémunération des artistes. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les œuvres soient automatiquement mintées pour être des NFT qui auraient leur propre valeur intrinsèque, qui ferait qu'il y aurait un fonds, enfin, une espèce de finance, on va dire, de la blockchain ou je ne sais pas quoi, qui permettrait de financer, pourquoi pas, assurer, alors pas un revenu universel parce que c'est un peu bizarre, mais en tout cas un fonds aux artistes, quelque chose comme ça, quoi. Donc, enfin, qui permettrait aux artistes qui justement ont peut-être perdent de la clientèle, perdent des possibilités de financer leur travail, une sécurité. Enfin voilà, moi ça me paraît très logique, hein, mais ça doit être très très compliqué à mettre en place. Et surtout, évidemment, tout le côté légal, etc. Ça va prendre des plombes, hein, mais je pense que ça serait la seule issue vertueuse pour tout le monde, quoi. Ok. Est-ce que vous voulez ajouter des trucs là-dessus? Ok, du coup on va poursuivre. Justement, donc un peu plus tôt, tu as parlé de l'aspect technique, Tyler, et je vous ai parlé de François Montou, qui est donc un artiste suisse qui dit des choses assez intéressantes sur ces questions-là. Il l'explique dans une vidéo où il raconte comment il a entraîné, donc là je crois que c'est Stable Diffusion, à imiter son style de dessin. Là c'est vraiment sur du dessin. Et lui ce qu'il dit, en fait, c'est que l'art, pour lui, c'est pas du tout la technique. Alors bien sûr, c'est un peu caricatural de résumer ça comme ça, j'exagère un peu parce que l'aspect technique a forcément son importance dans la création artistique, mais ce que lui il dit, c'est que l'essence de l'art, c'est l'expression de l'être, donc unique, de l'artiste. Autrement dit, ce qui fait l'art pour François Montou, c'est la manifestation voulue mais pas nécessairement préméditée, on va dire, comment dire, d'une partie de l'intériorité, de l'univers intérieur du créateur ou de la créatrice. Qu'est-ce que vous pensez ça comment vous positionnez là-dessus en commençant peut-être par toi, Adèle, je sais pas, je t'avais donné le lien de la vidéo, je sais pas si tu l'as regardé ou pas, mais... Si, oui, je l'ai regardé. Alors, après, je t'avoue que c'était intéressant parce que donc
il se plaignait beaucoup de la non-originalité, effectivement, des dessins d'IA, mais je peux pas dire non plus que j'ai trouvé son travail personnel très original. Je suis désolée, en fait. Aïe. Parce qu'en fait, quand on fait des choses qui sont issues en fait d'une culture que beaucoup d'autres gens se sont déjà appropriées, c'est très difficile de trouver une voix personnelle. Et en fait, il fait des illustrations qui ont un style que on a déjà vu un petit peu, tu vois. Et que c'est très difficile pour lui de présenter une vision très personnelle et très pertinente du coup, parce que désolé, c'est aussi ce qu'il fait, c'est de la répétition un petit peu. Il a digéré un univers graphique et dedans, il a récupéré des choses qu'il a mixées ensemble. Et du coup, j'ai trouvé que cette vidéo, elle était un peu... il se fout un peu de la gueule du monde parce qu'en plus, il montre qu'elle marche très bien, son AI. Quand il lui demande d'enlever les personnages féminins, là, il le fait très bien. Quand il lui demande d'enlever tous les personnages, là, il le fait très bien. Donc, en fait, c'était juste pour dire, moi, je trouve ça moins bien, mais c'est un jugement personnel, ça, parce que faut pas exagérer non plus quand on a soi-même pas dit quelque chose de personnel, qu'on a juste dit moi j'aime bien les trucs de pop culture en gros sur l'art un peu celte, inspiré un peu de l'heroic fantasy, etc. Ok, c'est super d'aimer ça et c'est super de nourrir ça. Je veux dire, moi j'ai rien du tout contre ce genre d'art, mais on peut pas du coup dire moi je suis pour l'originalité pure, moi je suis pour les idées et exprimer des trucs à fond. C'est pas ce que tu fais toi-même en fait. Je veux dire, il y a plein de types d'art. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'on peut même juste faire de l'art pour faire joli. Il y a aucun problème. Faut pas être snob. Mais si lui veut être snob, disant du coup que c'est pas assez bon pour lui, excusez-moi, mais il faut dans ces cas-là avoir un haut niveau d'exigence personnelle. Il faut vraiment du coup qu'il fasse des recherches artistiques, c'est-à-dire qu'il ait une vision à présenter au monde, quoi. Et moi, j'ai pas senti ça en voyant son travail non plus. Donc, faut pas non plus tu vois, si on fait de l'art parce qu'on aime la pop culture et qu'on a envie d'exprimer un truc là-dessus et de nourrir cette pop culture, aucun souci, mais on fait pas comme si on avait des grandes prétentions sur ce qu'est l'essence de l'art dans ces cas-là. D'accord. Mais alors après, en fait là il y a deux débats pour moi, c'est-à-dire effectivement on peut regretter sa production à lui par rapport à ses prétentions, mais maintenant sur le fond de ce qu'il dit, est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? C'est ça aussi la question. Non, justement, donc quand il dit que ça ne fait que réingérer, enfin je suis désolée, moi en tant qu'artiste, qu'est-ce que je fais? J'ingère des idées et après j'en fais une œuvre. Enfin, on peut pas dire que c'est pas ça le processus artistique en fait. C'est ça le processus artistique, c'est s'inspirer du monde autour de soi, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a pensé, de plein de choses différentes et de le mixer et d'en faire quelque chose de personnel. Et en fait, l'outil qu'on utilise pour le faire, ça n'a pas d'importance. Si je veux faire ça avec, par exemple, j'en sais rien, moi, l'artiste qui avait parlé des violences faites aux femmes avec juste des paires de chaussures de femmes, voilà, effectivement, elle les a pas faites. Hein. Effectivement, elle a pas non plus du coup passé des heures et des heures à fabriquer son installation. Elle a acheté plein de chaussures, elle les a récoltées, elle les a mis en ligne. N'empêche que le symbole est fort parce qu'elle avait un concept et en fait l'outil importe peu qu'elle ait acheté des chaussures ou qu'elle ait fait un truc avec de l'AI, c'est pas ça l'important. Elle avait un truc à dire au monde. Et là, voilà, du coup, quand on a un truc à dire au monde, on va faire de l'art. Ça, c'est sûr. Et après, si on a envie juste de faire de l'expression artistique, parce que voilà, on aime ça, c'est autre chose en fait. C'est très bien. C'est pas du tout que c'est moins bien que faire de l'art. Ça coexiste, mais c'est juste pas du tout la même démarche. D'accord. Okay. Je peux comprendre comme cela peut certainement être effrayant si j'essaie de produire une chanson pour une autre artiste qui me prend des mois ou des semaines. Une AI sera probablement un jour capable de faire la même chose que je fais dans quelques heures ou quelques minutes. Mais on a déjà cette différence dans le monde. Si j'ai quelqu'un qui est un savant à un instrument, il peut faire quelque chose beaucoup plus vite que moi je pourrais faire, peut-être, dépendant le domaine. Mais à la fin, c'est le goût, c'est ton goût et c'est qui va décider le fin de la concept. Et si l'art est accepté, c'est le goût de le peuple. Tu sais, c'est pas... Publicité, tu veux dire, oui. Et aussi, parce que je voulais demander à mon pote qui a fait des chansons qui semblaient comme Kanye West. Et pour lui, la façon qu'il a fait sur Discord. Et il y a des centaines ou des milliers
des artistes qui parlent, qui créent des choses, qui font des interactions, qui envoient des choses comme ça, qui essayent de programmer. C'est comme moi, quand j'ai des artistes qui viennent et on fait une jam, c'est la même façon d'exprimer et de travailler ensemble, et c'est tout utiliser le AI. Le process est assez similaire. C'est juste, c'est beaucoup de choses qu'on a déjà appris qui n'est pas aussi utile. On avait des outils qui nous distinguaient des autres personnes. Comme si je joue guitare pour 20 ans, moi, je peux utiliser cette guitare et quelqu'un qui n'a pas utilisé cette guitare ne peut plus faire ça. Maintenant, il a AI. Ils peuvent créer une chanson avec guitare comme la bass. Avec l'artiste que moi, j'ai vu l'interview aussi, moi, j'ai trouvé que le AI fait une job très, très bien avec son art. Je croyais que ça avait vraiment l'esprit de son art. Et si moi, j'étais lui, j'aurais utilisé le AI pour plus des idées, pour plus de changements, pour découvrir plus mon monde que je veux explorer. Parce que le AI a tellement bien fait son style de technique que ça, pour moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu son interview, j'ai dit, mais ça peut te donner tellement plus de possibilités dans ton art. Ok, intéressant. Chris, ton avis un peu là-dessus? Oui, c'était quoi déjà le sujet de base? En gros, c'était la question par rapport du coup, à François Montou sur le... En gros, est-ce que quelle place prend la technique Ah oui, dans la création artistique et quelle place prend l'expression de l'individualité, on va dire, de l'artiste, et à quel point c'est entremêlé ou pas, justement, ces choses-là? Bah, ouais, la technique, après, c'est justement toujours pareil. Après, en tant que spectateur, moi, je vais peut-être pas accorder tant d'importance que ça à la technique, quoi. Donc, c'est ce que je disais avant, peu importe le moyen, du moment que le résultat est là, quoi. Après, ouais, la technique en tant qu'artiste, forcément, c'est du... Enfin, je veux dire, voilà, c'est comme tu veux écrire, il te faut du vocabulaire, quoi. C'est ça le... Enfin, c'est mieux d'avoir du vocabulaire pour écrire, ça, c'est plus de possibilités, quoi. Donc c'est pareil, plus t'as de technique, plus tu peux fidèlement reproduire ce que tu as en tête, quoi. Après, effectivement, si l'IA aussi te permet de pallier peut-être à un manque de technique, ça peut être intéressant, parce qu'il y avait enfin, j'ai l'impression qu'on fait aussi un peu trop une distinction et une opposition entre artiste et IA, parce qu'il enfin, il y a quand même toujours quelqu'un derrière l'IA aussi, quoi. Bien sûr. Qui a toujours une intention quand même, enfin, il y a toujours une intention qui est là, donc on peut pas reprocher à un travail d'IA de pas avoir d'intention derrière, quoi. Enfin, ou alors, je sais pas, il voulait rien dire volontairement, mais ça me paraît bizarre. Mais ouais, enfin voilà, après c'est effectivement, bon, je vais redire la même chose, c'est toujours un outil, mais en tant que, enfin voilà, en tant qu'artiste, moi c'est pas, comme je disais avant, c'est pas un outil qui m'intéresse trop. Après, en tant que spectateur, c'est pas, je trouve pas ça problématique. Du moment que le résultat est là, quoi. Donc si je comprends bien, c'est aussi un aspect, comment dire, c'est presque un démocratiseur, on peut dire, potentiellement de velléité artistique. Bah ouais, c'est exactement ce que je pensais aussi. Ouais, ça donne la limitation technique, en fait, c'est ça. Enfin, voilà. C'est intéressant. Avant, si tu avais pas les techniques, tu pouvais pas vraiment être une artiste. Et maintenant, ça a changé. Et on voit spécialement, je peux dire avec la musique, l'audience, ils sont fous. Moi, je pensais quand les personnes vont à des festivals et quelqu'un appuie sur un bouton sur le stage, c'est sûr que les personnes ne vont pas dire « je vais payer pour voir ça ». Il n'y a rien. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le plus grand festival, le plus grand tournée. Il y a peut-être
même Jay-Z ou Beyoncé, peut-être il y a 3 personnes qui vont jouer un instrument, mais sinon, c'est juste du playback. C'est la même chose. Il n'y a pas une personne qui joue. Et maintenant, tout le monde peut être un artiste. Et tu n'as pas besoin d'être éduqué dans l'art. Je sais, avec Adele, elle est très fière qu'elle n'allait pas dans une école d'art, mais elle est encore une artiste. Et tu sais, l'idée qu'il y a juste des personnes qui peuvent être des artistes et des personnes qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas cette connaissance, maintenant, ça change. Bien sûr, pour moi, beaucoup de mon travail va être sorti, c'est sûr. Ça fait peur. Une chose que me prendre une mois pour une chanson, je suis sûr dans 2, 3, 4 années, je vais pouvoir travailler avec une AI et le faire dans 1 ou 2 jours. Mais peut-être que ça me donne plus de temps pour faire quelque chose d'autre, ou être plus créatif, ou être plus dans le pensement, ou être plus étrange dans mon attaque de mon création. Ok. Sol, tu as quelque chose à ajouter un peu sur tout ça? Oui, bah, juste comme dit Tyler, ça, en fait, ça fait gagner du temps, c'est vrai, pour certaines choses, pas systématiquement, mais et ça permet en fait de développer une pensée un peu différente, avoir d'autres réflexes, peut-être avoir plus de temps pour penser justement que de, bah, voilà, passer, c'est vrai, hein, alors le résultat peut être formidable, mais quand tu passes des heures sur un dessin, bah, tu penses pas forcément à autre chose. Enfin, ton esprit peut partir à droite à gauche, mais on va dire que là, ça permet de libérer quand même énormément les énergies, quoi. Et d'explorer des tas de pistes qu'on n'aurait pas eu en temps normal en faisant une scène en 3D qui me prend une semaine à faire. Bon, bah voilà, je suis lancée dans mon truc, dans mon projet. Je suis contente de l'avancer. Mais c'est vrai que c'est autant de temps de cerveau disponible que je n'utilise pas pour autre chose. Et c'est bête, mais enfin, ça permet, oui, voilà, de libérer son esprit, en fait, quelque part. Ouais. Ok. Avec ça, je crois on est tous d'accord que régulation, c'est très important. Comme Adèle a dit, pour voler les idées, juste en général, tu sais, AI peut être une catastrophique danger pour les humains, tu sais, c'est pas juste dans l'art, tu sais. Stephen Hawking, c'était la dernière chose qu'il a dit avant de mourir, ça c'est mon chose qui me fait le plus peur pour l'humanité. Alors, c'est pas comme AI est parfait, tout est parfait, c'est créé par des humains et les humains peuvent créer des choses les plus beaux et les plus destructives dans le monde. Tous les jours, à ce moment, il y a quelque chose de très belle par un humain et il y a du torture. Alors, on a besoin de régulation, c'est sûr. Ça, il n'y a aucun doute. Mais peut-être avec cette régulation, on peut vraiment accomplir beaucoup plus qu'on peut même imaginer. Ok. Eh ben, c'est une bonne conclusion. Alors, j'ai des questions bonus, comme je vous avais dit, qui m'ont été posées par des gens de mon serveur Discord. Il va y avoir un peu de redite d'ailleurs, je pense, parce qu'il y a des questions évidemment qui ont touché à des choses qu'on a déjà évoquées. Juste avant ça, parce que ça m'y a fait penser tout à l'heure, Tyler, tu parlais du fait qu'en réalité, en fait, le public, là tu parlais d'un concert, le public il s'en fout de savoir si ça vient d'une IA ou pas, ce qu'il entend. Et je me demandais si tu connaissais, alors là désolé du coup parce que c'est vraiment musical, ça va peut-être pas vous parler Adele, Chris et Sol, mais David Cope, ça te dit quelque chose ou pas, Tyler? Non? Parce que je crois que c'est un professeur, maintenant il est retraité, mais c'est un professeur de musicologie qui avait créé une IA il y a longtemps, qui était spécialisée dans la création d'œuvres dans le style de Jean-Sébastien Bach. Donc c'était des créations originales, mais qui avaient pour objectif d'imiter Bach. Et en fait, on lui avait fait les oppositions qu'on a un peu décrites, c'est-à-dire qu'on lui disait, mais en fait, les gens, ils veulent pas ça, s'ils savaient que c'était des IA qui produisaient ça, ils seraient contre, etc. Et je suis sûr que si vous le faites écouter à des humains, ils vont vous chier dessus, en gros, quoi. Je caricature un petit peu et je suis un peu grossier, mais il s'est pas débiné, David Cope, il a dit, bah ok, on fait le test, on va faire écouter les créations à l'aveugle de Amy. Son programme s'appelait Amy, c'était Experiments in Music, je sais plus ce que c'était le I, mais peu importe. Et
il s'en est avéré que en fait non, le public trouvait que c'était génial et que en fait une fois qu'on disait aux gens du public en fait c'était une création d'une intelligence artificielle, là il y en avait qui revenaient un peu sur leurs propos, qui disaient ah non finalement ça plaît pas trop, mais quand ils étaient face aux résultats dans un blind test à l'aveugle, là ils trouvaient ça très très beau et tout à fait équivalent à du bac originel quoi. Donc voilà. Est-ce que tu connais Nils Fromm? Non, ça me dit rien. Il est un compositeur incroyable d'Allemagne. Et il a, pour un de ses albums, il a fait une AI. Il a créé un algorithme dans cette façon de composer. Et honnêtement, quand tu l'entends, tu vraiment penses que c'est Nils Fromm. La seule raison que c'est pas aussi bon, moi j'aimais plutôt les autres, c'est parce qu'il a juste utilisé piano, ou avant il avait tous des orchestras et c'était plus complexe. Mais quand tu l'écoutes, tu penses que c'est Nils Fromm. Il a vraiment fait un algorithme dans son style, dans son atmosphère. Et c'est assez beau. Mais la chose de copie, c'est comme Nirvana Smells Like Teen Spirit. Quand ça s'est sorti, Kurt Cobain a dit je suis pas sûr si on peut sortir cette chanson parce que c'est tellement une copie d'une autre chanson de Pixies. Et je crois que les personnes vont détester et on va être sued. Moi, je connais les Pixies, je sais pas quelle chanson qu'ils Moi non plus, je connais les Pixies, je sais pas quelle chanson qui l'a fait démarrer le plus grand. Et pour lui, c'était une exacte copie. Et l'audience, ils savent pas, et c'était son délire personnellement. Alors. Intéressant, je savais pas du tout. Marrant, faudrait que je me renseigne là-dessus, parce que moi non plus, je sais pas quelle chanson des Pixies c'est. Enfin bref, du coup, comme je vous disais, j'avais quelques questions qui m'ont été posées par des gens qui écoutent le podcast. Donc je vais les poser un peu comme ça, vous me dites si vous voulez intervenir ou pas, voilà, parce qu'on est déjà à plus d'une heure, on est 1h10 déjà d'interview. Donc je vous pose les questions, si vous voulez tous intervenir, vous intervenez tous, mais il n'y a pas d'obligation. Il y en a une, on va commencer par la plus provoque, parce qu'il y en a une qui est un peu provoque, mais en vrai on l'a déjà évoqué, et je pense que c'est pas quelque chose qui vous inquiète des masses, mais je vous la pose telle quelle. Quand les IA seront plus perfectionnées, pourquoi devrions-nous nous tourner vers un graphiste, un dessinateur, un peintre, si l'intelligence artificielle est plus rapide, aussi propre et sans doute moins chère qu'un artiste humain? Alors moi je pense vraiment qu'il y aura toujours un distinguo qui se fera par vocation, entre guillemets, envie de faire ce métier ou pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui est banquier aujourd'hui, il va pas se casser la tête honnêtement avec les IA pour faire des images, pour faire je ne sais quoi. Enfin, il y aura toujours des gens que ça intéressera de travailler sur l'image. Puis il y aura toujours besoin aussi d'un œil, d'un regard, d'un sens du cadrage, etc. Voilà, enfin, il faut avoir la passion de ça. Donc, quoi qu'il arrive, ça restera, à mon avis, quand même un métier, même si le métier, effectivement, évolue. Mais il y a des gens que ça n'intéressera jamais de mettre les mains dans mid-journée, et qui continueront à être infirmiers, enfin, voilà, à faire des tonnes de métiers qui n'ont rien à voir avec ça, et puis qui, le jour où ils auront besoin, je sais pas, de faire une illustration pour je ne sais quoi, ne vont pas apprendre, même si ça semble simple à première vue comme ça reste un ensemble de skills, on va dire, à avoir, quoi qu'il arrive. Et même si peut-être demain il suffira oui effectivement via ChatGPT qui sera dans ton téléphone et tu n'auras qu'à parler à ton téléphone comme à Google et dire voilà je veux une affiche pour ceci, mais je pense qu'il y aura toujours besoin de se reposer sur quelqu'un pour valider en fait, pour savoir si si on fait les bons choix. Je suis d'accord, ouais. Est-ce que vous voulez intervenir là-dessus? En fait, je crois qu'on a déjà un peu répondu pendant le débat. C'est-à-dire, voilà, est-ce que tu veux la vision d'un humain ou est-ce que tu veux juste une image? En fait, donc voilà, ça va être ça la question. Donc, si tu veux faire appel à un artiste, peu importe l'artiste, que ce soit un musicien, un théâtre, enfin, peu importe, si tu fais appel à un artiste, c'est parce que tu veux une expérience humaine. Voilà. Et si tu veux juste une image ou une musique, ou enfin tu vois,
si tu veux juste un produit, tu peux faire appel à une IA parce que c'est ça que ça fait des produits. Si tu veux de l'IA et de l'artiste, tu peux aussi, c'est encore un autre type, quoi. Il y a des artistes qui se spécialisent déjà dans l'IA et donc qui mettent leur vision dans l'IA. Enfin, donc voilà, en fait, et puis après, en fait, ça va être dans tous les domaines. Là, par exemple, il y a, je sais pas, par exemple, il y a un site qui s'appelle donotpay.com où quand on a un problème légal et qu'il n'est pas trop compliqué, c'est-à-dire qu'on n'a pas un procès, ben, on va taper et ça vous sort tous les textes de loi qui concernent votre problème. Et ça vous donne du coup une réponse sur votre problème. Donc pourquoi est-ce qu'on va aller voir des juristes? En fait, c'est toujours la même question. C'est du service à la personne, avoir quelqu'un en face de soi, avoir aussi un peu d'empathie, quelqu'un qui va se bouger le cul pour vous, du coup qui va faire, peut-être parfois il connaît des détournements de règles. Enfin, voilà, en fait, c'est juste, en fait, est-ce que vous voulez un rapport humain ou est-ce que vous voulez juste un produit? Parce qu'en fait, maintenant, on peut avoir un produit de pratiquement tout avec les IA. C'est pas du tout que pour l'art, le problème. C'est la même question avec l'open source. Pardon. Ouais, enfin, juste les logiciels open source, on se dit bah oui, mais c'est une concurrence déloyale pour les boîtes qui sont implantées depuis. C'est pas de la concurrence déloyale, c'est une autre philosophie en fait. C'est différent quoi. Ouais, je crois que c'est vraiment dans tous les domaines comme. Ça fait des années et des années où tu peux acheter des templates pour un site web. Mais un des grands travaux aujourd'hui, c'est trouver quelqu'un pour faire ton site web. Il y a une chose humaine, je crois, les quatre de nous, on a parlé avant de le supermarché. Si on a le budget, on va aller à le supermarché où il y a un humain au lieu d'aller à le supermarché avec un robot. Si on n'a pas l'argent et on est content que c'est moins cher, on va faire ce qui est à notre disponibilité. Mais tu sais, les dessins animés spécialement, c'est Carl's Young Hero's Journey dans les façons différentes, whether that be Batman ou Superman ou quoi d'autre. C'est une chose très humaine, juste l'histoire. Tu sais, écrire un méchant pingouin, ça ne semble pas très intéressant si tu écris ça dans une AI ou quelqu'un de Joker. C'est un caractère qui est assez fascinant pour tout le monde. Il fait des films sur ça et tout ça. Et ça, c'est une chose tellement humaine, psychologique. Et bien sûr, on va trouver des outils qui peuvent faire des choses techniquement, mais ça ne change pas l'esprit du humain quand même. Ok. Alors, question suivante de Discord. L'invention de la photographie n'a pas tué les peintres. Qui seront les impressionnistes de l'intelligence artificielle? L'art numérique. C'est-à-dire? C'est les précurseurs de l'intelligence artificielle, en fait. Ceux qui commencent déjà à se faire connaître, beaucoup sur les réseaux, on voit quelques comptes qui émergent, qui réalisent déjà des clips pour des groupes, etc., tout en intelligence artificielle. Effectivement, il y a des choses très intéressantes, très belles, quoi. Enfin, très belles. C'est encore un jugement de valeur. Bien sûr, il y a une question de Google. Voilà. Ouais. Et tu pourras me donner quelques références pour mettre en description? Moi, oui. Ouais, bien sûr. Ouais. Super, ok. Je sais pas si après il y a des trucs à ajouter. Hein. Par exemple, ça peut-être que vous le connaissez, mais il y a un artiste de l'intelligence artificielle qui est absolument partout, c'est Refik Anadol. Non, je connais pas du tout. Moi. Ouais, regarde. Hein. Du coup, c'est des immenses systèmes créés à partir de data et du coup, le système a des mouvements et c'est hyper poétique à regarder. Et en fait, du coup, il prend du data de plein d'archives différentes en fait dont il fait une expérience artistique grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est aux États-Unis, c'est à Dubaï, c'est passé partout et dans tous les plus grands musées du monde et ça marche à fond. Ou TeamLab du coup qui ont maintenant leur musée au Japon. Il y a plein de gens qui font de l'intelligence artificielle qui marchent déjà hyper bien, qui pourront être des figures de proue du mouvement, mais disons que c'est pas les précurseurs, si tu veux, de l'intelligence artificielle, c'était déjà les gens qui utilisaient déjà l'algorithme dans l'art et du coup, c'est tous les gens qui ont travaillé avec les arts numériques, que ce soit en musique, que ce soit
en écriture automatique, enfin peu importe. Il y en a déjà eu plein en fait depuis l'invention de l'ordinateur. Ok. Donc ouais, en fait c'est pas si nouveau non plus de bosser avec des machines. Pour évidemment. Ok. Alors question Discord suivante. Pensez-vous que les œuvres produites par une IA générative doivent appartenir au domaine public ou peuvent-elles avoir une valeur marchande? Moi, je pose vraiment la question. Mais enfin, alors, qu'il y ait une part de monétisation, ça me semble normal, mais je trouve aussi normal de faire profiter, entre guillemets, enfin, alors est-ce que c'est baisser ses tarifs? Faut voir, enfin encore toute une histoire de modèle économique à voir, mais je trouve que la démocratisation passe aussi par là. Enfin, je trouve que ce n'est que rendre justice finalement au monde que de pouvoir peut-être, pourquoi pas, réaliser bénévolement certaines choses. Enfin non, moi je le fais, donc voilà, du coup. Mais ouais, je trouve qu'il faut, enfin, on reçoit en fait beaucoup. Enfin, tu vois, c'est la main de Dieu, quoi. C'est un peu magique, ce truc quand même. Et quelque part, on reçoit. Je trouve que c'est normal de donner, mais après, il faut pouvoir vivre, évidemment. Bien sûr. Naturellement. Bien sûr. Ouais, moi je crois. Vas-y. Ouais, je crois. Ça devrait être comme quand tu crées une chanson, le plus personnes qui est dedans, le plus tu dois séparer. Si c'est 2 personnes qui créent une chanson, tu fais en 2. Si c'est une AI, tu dois donner un peu à le créateur de l'AI. Si tu lui donnes de l'art que ça copie, tu dois donner à l'artiste original. Je crois que c'est très important de démocratiser les dépenses et que ça doit être partagé si tu utilises. Ça, c'est les choses qu'on a dit avant, c'est très important. La régulation va être très importante parce que sinon, c'est impossible de pouvoir vivre dans le futur comme artiste. Ok. Dans cette manière-là. Tout à fait. Très bien. C'était la dernière. Je vous remercie du coup d'avoir participé. C'était un peu chaotique, hein, je suis désolé. C'est la première fois que je fais une interview comme ça avec 4 personnes. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Je vous remercie vraiment d'avoir apporté vos éclairages là-dessus. Et puis à la prochaine. Merci pour nous avoir. Merci. Bisous. Ciao. Ciao. Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez attribuer une note et suivre Nouveau Paradigme sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube, ou bien vous pouvez simplement le partager à vos amis et vos proches. Le bouche à oreille aide toujours. Enfin, vous pouvez financer le podcast en vous rendant sur ma page Patreon ou Tipeee. Et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci. C'est vraiment grâce à vous que mon travail peut continuer à exister et se pérenniser.